Combien de secrets peut contenir une simple photo de famille? Pour Amina, la réponse a détruit son innocence. On pense tous connaître les gens qui nous entourent, nos voisins, les amis de nos parents, même les figures importantes de notre communauté. On les salue, on leur sourit, on échange des banalités. Mais sait-on vraiment ce qui se passe une fois leur porte fermée? Sait-on vraiment quelles pensées traversent leur esprit quand ils te regardent? L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas un conte de fées. C'est une descente aux enfers qui commence par un sourire et se termine par une cicatrice. C'est l'histoire d'une cage dorée et de la jeune fille qui a dû se battre pour ne pas y laisser ses ailes. Bienvenue. Ici, on explore les histoires qui se cachent derrière les apparences. Des récits africains qui te montrent la réalité, sans filtre. On ne parle pas de monstres avec des griffes et des crocs. On parle de ceux qui vivent parmi nous, de ceux qui portent des costumes sur mesure et qui ont des sourires éclatants. On parle des ombres qui se cachent dans la lumière. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de cette jeune fille de 16 ans qui ne savait pas que le prince l'observait depuis l'enfance. Et quand je dis prince, ne t'imagine pas un château et un cheval blanc. Imagine plutôt le pouvoir, l'argent et une obsession si profonde qu'elle en devient terrifiante. Ce qui lui est arrivé pourrait t'arriver. Cela pourrait arriver à ta sœur, à ta cousine, à ton ami. Tu vas voir pourquoi. Reste avec moi. Car chaque détail compte. Chaque silence, chaque cadeau, chaque regard. Tu vas comprendre comment la bienveillance peut devenir une arme et comment l'amour d'une famille peut devenir le plus lourd des fardeaux. Abonne-toi pour ne rien manquer. À 16 ans, elle n'est pas si différente de toi ou de la personne que tu étais à cet âge. Elle vit dans un quartier animé de Dakar, un de ces endroits où l'odeur du tiep boudjienne de midi se mêle au bruit des enfants qui jouent dans la rue. Amina a un rêve immense qui la fait vibrer. Elle veut devenir médecin. Pas pour l'argent, non, pour soigner, pour réparer. Elle passe ses soirées penchée sur ses livres de biologie, le monde extérieur s'effaçant derrière les schémas du corps humain. Elle est brillante, première de sa classe, la fierté de son père, un modeste comptable, et de sa mère, qui tient une petite échoppe de tissu. Sa vie est simple, réglée comme du papier à musique. Et c'est là que tu te reconnais peut-être en elle. Amina a un défaut, une fragilité que tu partages peut-être. Elle a une confiance presque naïve en la bonté des gens. Elle veut croire que derrière chaque acte, il y a une intention pure. Elle ne connaît pas encore la duplicité, le calcul, la manipulation. Pour elle, le monde est encore en noir et blanc, les gentils et les méchants. Elle ne sait pas que les pires dangers se trouvent souvent dans les zones grises. Tout commence de manière si innocente que personne n'y prête attention. Un jour, son père rentre du travail, le visage illuminé. Il vient d'obtenir une promotion inespérée. Son patron, un homme qu'il voyait à peine, l'a soudainement pris sous son aile. Quelques semaines plus tard, un livreur dépose devant leur porte une nouvelle machine à coudre, un modèle professionnel, pour sa mère. Sans explication, juste une carte. Avec mes respects. La famille est aux anges. Ils voient ces cadeaux comme une bénédiction, une réponse à leurs prières. Amina, elle, ressent un léger malaise, une petite note dissonante dans cette symphonie du bonheur. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Son père balaie ses doutes d'un revers de main. C'est la vie, ma fille. Parfois, la chance nous sourit. Mais ce n'était pas la chance. C'était un plan. Le plan de Kader. Kader, c'est le fils du grand patron de son père, un jeune homme d'une vingtaine d'années, héritier d'un petit empire immobilier. Tu l'as déjà vu, ce genre de garçon. Toujours impeccable dans ses vêtements de marque, conduisant une voiture que le père d'Amina ne pourrait même pas s'offrir avec 10 ans de salaire. Il est poli, charmant, presque trop parfait. Un jour, il se présente à leur porte sous prétexte de venir saluer son estimé collaborateur. Il apporte des pâtisseries fines et engage la conversation. Il ne regarde Amina que brièvement, mais son regard est lourd, intense. C'est la première épreuve. Le premier pas du loup dans la bergerie. Et c'est là que la première leçon africaine aurait dû résonner aux oreilles de ses parents. Une leçon que tu dois garder en mémoire. Le cadeau qui brille trop fort cache souvent une chaîne. Mais ils sont aveuglés par l'éclat de l'or. Ils voient en Kader un bienfaiteur, un allié. Toi, tu commences à sentir la peur monter pour Amina, cette peur sourde de l'inconnu, tandis que ses parents sont submergés par une vague d'amour et de gratitude pour ce jeune homme providentiel. L'enjeu vient de monter d'un cran. Ce n'est plus juste une promotion ou une machine à coudre, c'est la présence physique de l'observateur dans la maison.
Kader commence à venir régulièrement. Il parle de ses voyages, de ses études à l'étranger. Il complimente la cuisine de la mère d'Amina, discute de politique avec son père. Il est le fils parfait, le gendre idéal. Il ne s'adresse presque jamais à Amina directement, mais elle sent son regard sur elle, constamment. Un regard qui la déshabille, qui l'analyse, qui semble la posséder avant même de lui avoir parlé. Elle se sent comme un insecte sous une loupe. Son instinct lui crie de fuir, mais tout le monde autour d'elle est sous le charme. Comment expliquer une peur irrationnelle quand tout paraît si normal? Elle essaie d'en parler à sa mère. « Maman, il me met mal à l'aise. Sa façon de regarder ?» Sa mère rit. « Tu es intimidé, c'est tout, un garçon si bien élevé, si riche. C'est normal, ne sois pas si sauvage. » Le piège se referme, et il est doux et confortable, tapissé de l'amour et de l'incompréhension de sa propre famille. Il la pousse vers lui, sans même s'en rendre compte. « Va donc lui servir le thé, Amina. Souris un peu, ma fille, tu as l'air si sévère. » Chaque phrase est un barreau de plus à sa future cage. La pression monte, silencieuse, insidieuse. Elle n'est plus seulement la brillante élève qui rêve de médecine, elle devient, aux yeux de ses parents, une opportunité. L'opportunité d'une vie meilleure, d'une sécurité financière qu'ils n'ont jamais eue. Son malaise est un luxe qu'ils ne pensent pas pouvoir se permettre. La tension est palpable. Tu la sens, n'est-ce pas? Cette solitude absolue d'Amina au milieu des siens. Un soir, alors qu'elle range le salon après une visite de Kader, elle fait tomber un coussin du canapé. En dessous, un objet qu'il a dû laisser tomber. Un petit carnet en cuir. La curiosité est plus forte que la peur. Elle l'ouvre. À l'intérieur, il n'y a pas de notes, pas de numéros. Il n'y a que des dessins. Des croquis d'Amina. Dans la cour de son école. Amina au marché avec sa mère. Amina lisant sur le balcon. Des dizaines de dessins pris sur le vif à des moments où elle se croyait seule. Le sang d'Amina se glace dans les veines. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la surveillance. Mais le pire est à venir. En feuilletant, elle tombe sur une page différente. C'est une photo. Une vieille photo d'elle, à l'âge de 7 ou 8 ans, sur un manège. Une photo qu'elle n'a jamais vue. Une photo que sa famille ne possède pas. Comment a pu-t-il la voir? Le mini Cliff, le premier, vient de frapper. L'observation n'a pas commencé il y a quelques mois. C'est l'œuvre de toute une vie. Il ne vient pas de la découvrir. Il l'a toujours su là. La naïveté d'Amina se brise en 1000 morceaux. Le prince charmant n'existe pas. À sa place, il y a un fantôme qui la hantait depuis son enfance. Après la découverte du carnet, le monde d'Amina bascule. Chaque coin de rue, chaque visage inconnu dans la foule devient une menace potentielle. Est-ce un de ces hommes? M'observe-t-il en ce moment même? Le sommeil la fuit. Ses notes, autrefois impeccables, commencent à chuter. Le rêve de devenir médecin s'éloigne, remplacé par le cauchemar éveillé de sa vie présente. Elle ne peut plus se concentrer. Comment pourrais-tu étudier le système circulatoire quand ton propre sang est glacé par la peur? Elle décide de se battre, à sa manière. Elle devient froide et distante avec Kader. Elle refuse de lui servir le thé, répond à ses questions par des monosyllabes, quitte la pièce quand il entre. Elle espère que son hostilité le découragera. Grosse erreur. Son attitude ne fait qu'attiser son obsession. Il voit sa résistance non pas comme un rejet, mais comme un défi. La première personne à qui elle ose se confier, c'est sa meilleure amie, Mariam. Mariam, c'est son opposé. Elle est cynique, pragmatique, elle a grandi plus vite. Elle se retrouve sur le toit de l'immeuble d'Amina, leur refuge secret. Là, sous le ciel étoilé de Dakar, Amina vide son sac. Le carnet, la photo, le regard, la peur qui lui ronge les entrailles. Mariam l'écoute sans interrompre. Quand Amina a fini, le visage baigné de larmes, Mariam ne lui offre pas de réconfort facile. Elle lui dit la vérité, crue et brutale. Amina, ce type est un prédateur, et tes parents sont ses complices involontaires. L'argent leur a mis un bandeau sur les yeux. Tu es seule là-dedans. Pour la première fois, Amina ne se sent plus folle. Sa peur est validée. Mariam lui propose un plan. Documenter tout. Noter chaque visite, chaque cadeau, chaque regard déplacé. Rassembler des preuves. C'est une lueur d'espoir. Mais Kader est plus malin. Il sent qu'il perd le contrôle et il ne le supporte pas. Il va donc s'attaquer à la seule chose qui donne de la force à Amina. Son amitié. Voici la nouvelle épreuve, la destruction de son unique soutien. Kader lance une rumeur vicieuse à l'école. Il utilise l'un de ses cousins, un garçon populaire, pour insinuer que Mariam est jalouse du prétendant riche d'Amina,
et qu'elle essaie de saboter son bonheur par pure méchanceté. La rumeur se propage comme une traînée de poudre. Bientôt, les autres filles regardent Mariam de travers. On la traite de jalouse, d'aigrie. Même Amina, malgré elle, commence à douter. Kader est si lisse, si convaincant. Et si Mariam exagérait? Et si elle était vraiment un peu jalouse? Le poison du doute s'infiltre. Kader en profite pour jouer les sauveurs. Il vient voir Amina, l'air peiné. « Je suis désolé pour ce qui arrive à ton ami. Les gens peuvent être si cruels. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. » Il la manipule avec une précision chirurgicale. C'est la leçon africaine que Mariam lui avait donnée et que tu dois retenir. Celui qui veut t'isoler ne veut pas ton bien, il veut ton silence. Il l'isole. La peur d'Amina de perdre sa seule amie est immense, mais Kader lui offre une fausse sécurité, un faux amour protecteur qui la berce et l'endort. L'enjeu est monté. Il ne s'agit plus seulement de son bien-être mental, mais de sa capacité à faire confiance à quiconque. La querelle entre les deux amis éclate, violente et douloureuse, dans la cour de l'école. Des mots blessants sont échangés. Mariam, le cœur brisé par le doute d'Amina, lui tourne le dos. « Quand tu ouvriras les yeux, il sera trop tard », lui lance-t-elle avant de partir. Amina est maintenant complètement seule. L'isolement est total. C'est exactement ce que Kader voulait. Sans la voix pragmatique de Mariam pour la guider, Amina est à la dérive. Ses parents, voyant sa détresse et sa solitude, redoublent de pression. « Tu vois, Kader est le seul qui te soutient vraiment. Il est si patient avec tes humeurs. Tu devrais lui en être reconnaissante. » Reconnaissante. Elle a l'impression d'étouffer. La maison n'est plus un refuge, c'est une prison dont les parents sont les geôliers bienveillants. Un soir, le père de Kader et Kader lui-même viennent pour un dîner officiel. L'ambiance est lourde. Amina sent que quelque chose se prépare. Après le repas, le père de Kader prend la parole. Il parle de l'avenir, de l'union de leurs deux familles, de la façon dont Amina, avec sa douceur et son intelligence, serait une épouse parfaite pour son fils. Il ne lui demande pas son avis. Il l'informe de son destin. C'est une proposition de mariage déguisée en transaction commerciale. Le père d'Amina, ému aux larmes par l'honneur qui lui est offert, accepte sur le champ. La mère d'Amina pleure de joie. Et Amina? Elle est pétrifiée. Sa voix est coincée dans la gorge. Elle regarde sa mère, implorant de l'aide du regard. C'est son dernier espoir. Plus tard dans la nuit, elle va dans la chambre de ses parents. Elle s'assied sur le lit de sa mère. Et elle craque. Elle lui raconte tout, en détail cette fois. La surveillance, la peur, le sentiment d'être un objet. Elle la supplie d'annuler cette promesse. « Maman, s'il te plaît, je ne l'aime pas, il me fait peur. » Et sa mère la prend dans ses bras. Elle la berce. Amina croit enfin être entendue. Elle s'endort, épuisée mais avec une lueur d'espoir. C'est une fausse victoire. Le lendemain matin, sa mère a une discussion avec son père, puis elle prend le téléphone. Elle l'entend depuis sa chambre. Elle n'appelle pas la famille de Kader pour annuler, elle appelle la mère de Kader. Elle lui explique que sa fille est un peu nerveuse, timide, qu'elle a peur de l'engagement, mais qu'avec un peu de temps et de guidance, elle deviendra l'épouse dévouée qu'elles attendent tous. Elle trahit la confiance de sa fille pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre cette alliance si précieuse. C'est le deuxième mini-cliff. La trahison ultime. Celle qui vient de la personne qui était censée la protéger plus que tout au monde. Amina comprend alors une chose terrible. Elle ne peut plus faire confiance à personne. Elle est une étrangère dans sa propre maison. Une marchandise dont le prix a déjà été fixé. La trahison de sa mère est le coup de grâce. Amina cesse de se battre. À quoi bon? Les murs sont trop hauts, les barreaux trop solides. Elle entre dans une sorte de brouillard, un état de résignation passive. Elle devient un fantôme dans sa propre vie. Elle se lève, va à l'école, rentre, dort, mais elle n'est plus là. Son esprit est ailleurs, dans un endroit où personne ne peut l'atteindre. C'est à ce moment qu'elle entre dans son monde intérieur, un monde qui reflète une de tes peurs les plus profondes, et peut-être une des miennes, la peur de l'impuissance totale, la peur de voir ta vie t'échapper et de n'être plus que le spectateur de ton propre destin. Tu connais ce sentiment, quand tu cries mais qu'aucun son ne sort. C'est là qu'Amina vit désormais. Les préparatifs pour la cérémonie de fiançailles officielle commencent. La maison est en effervescence. Sa mère choisit des tissus luxueux, son père discute du traiteur. Tout le monde est heureux. Leur joie est une insulte à sa douleur. Elle les regarde s'agiter autour d'elle, organiser la célébration de sa condamnation, et elle ne ressent rien. Juste un vide immense. La nouvelle épreuve est insidieuse. Elle doit jouer le jeu. Elle doit sourire, essayer d'être nue, donner son avis sur les couleurs. Chaque sourire est un mensonge qui lui coûte une parcelle de son âme. Kader, lui, savoure sa victoire. Il est prévenant, attentionné en public. Il lui offre des cadeaux somptueux. Un téléphone dernier cri, des bijoux, des vêtements de marque. Chaque cadeau est un nouveau barreau doré à sa cage. Il lui dit
Je veux juste ton bonheur. Mais elle entend « Je veux juste ton obéissance ». Une leçon africaine amère lui vient à l'esprit. Une que sa grand-mère lui disait souvent. Le silence du mouton ne l'empêche pas d'aller à l'abattoir. Son silence, sa passivité, ne la sauvent pas. Au contraire, ils accélèrent sa marche vers le sacrifice. La peur et l'amour se livrent une bataille terrible autour d'elle. Il y a la peur, sa peur, une terreur froide qui ne la quitte jamais. Et il y a l'amour, ou ce qui y ressemble. L'amour de ses parents pour le statut social, l'amour de la communauté pour une belle fête, l'amour possessif de Kader pour son trophée. Elle est au centre de ce tourbillon d'émotions contradictoires, et elle se noie. L'enjeu est désormais ultime. Il ne s'agit plus de sa liberté, mais de son existence même. Qui sera-t-elle une fois mariée à cet homme? Une poupée silencieuse dans une grande maison? Une ombre qui a renoncé à tous ses rêves? La date de la cérémonie est fixée. Dans un mois, elle sera officiellement la sienne. C'est un compte à rebours vers la fin de sa vie telle qu'elle la connaissait. Un soir, en cherchant un vieux cahier dans sa chambre, elle tombe sur une boîte en carton sous son lit. À l'intérieur, ses trésors d'enfant, ses bulletins de notes parfaits, un dessin où elle se représentait avec une blouse blanche et un stéthoscope, et ses manuels de biologie de l'année précédente, couverts d'annotations et de surlignages. C'est là, dans le silence de sa chambre, que le barrage cède. C'est le pic de larmes. Elle serre les livres contre sa poitrine et elle pleure. Elle ne pleure pas sur son sort, elle pleure la personne qu'elle ne sera jamais. Elle pleure la mort de la jeune fille brillante et pleine d'espoir qui voulait soigner les gens. Elle pleure la perte de son identité, de son futur, de son âme. Kader ne lui vole pas seulement sa liberté, il lui vole son essence. C'est une douleur si profonde, si viscérale, que tu peux presque la sentir physiquement. C'est la douleur de la perte de soi. Dans un geste de désespoir ultime, elle prend une feuille de papier et commence à écrire une lettre. Une lettre à Mariam. Elle écrit tout, la trahison de sa mère, le vide, la cérémonie qui approche. Elle demande pardon pour ne pas l'avoir cru. Elle termine par ces mots. « Aide-moi, je suis en train de disparaître. » Mais elle ne l'enverra jamais. La honte et le désespoir sont trop forts. Elle plie la lettre et la cache au fond de la boîte, un testament silencieux de sa souffrance. Les jours passent, lents et gris. La veille de la cérémonie de fiançailles officielle, une personne inattendue arrive. Sa grand-mère paternelle, Mamé Fatou. Elle vit au village, à plusieurs heures de route, et ne vient que pour les grandes occasions. Mamé Fatou est une femme d'une autre époque. Elle est petite, le visage sillonné de rides qui racontent mille histoires, mais ses yeux sont vifs et perçants. Elle ne dit pas beaucoup, elle observe. Elle voit les tissus chers, la nourriture abondante, elle voit le sourire forcé de son père, la joie un peu trop exubérante de sa belle-fille, et surtout, elle voit Amina. Elle voit le vide dans ses yeux. Elle voit l'ombre qui a remplacé la lumière. Le soir, elle demande à parler à Amina, seule. Elle ne lui pose pas de questions directes. Elle lui prend les mains, des mains calleuses et chaudes, et lui dit simplement « Un oiseau qui ne chante plus est un oiseau malade, mon enfant. Quel mal te ronge le cœur ?» Devant cette bonté simple et sans jugement, Amina s'effondre à nouveau. Elle raconte tout à sa grand-mère, sans filtre, sans retenue. La vieille femme l'écoute, hochant la tête de temps en temps. Quand Amina a fini, Mamé Fatou ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle se lève. Va dormir. Demain est un autre jour. Elle ne comprend pas, mais pour la première fois depuis des semaines, une minuscule graine d'espoir germe en elle. Le jour de la cérémonie, la maison est remplie de monde. La famille de Kader est là, au grand complet, rayonnante de puissance et de richesse. Amina est parée comme une idole, vêtue d'un grand boubou magnifique qui lui semble être un linceul. Alors que les imams s'apprêtent à commencer les prières et les discours, Mamé Fatou se lève. D'une voix étonnamment forte pour sa frêle personne, elle demande le silence. Tous les regards se tournent vers elle. Le respect dû à l'ancien est tel que personne n'ose l'interrompre. Elle s'adresse au père de Kader. « Cher ami, nous sommes honorés de ta présence. Mais je suis une vieille femme et les vieilles femmes ont parfois des rêves étranges. Cette nuit, j'ai rêvé d'un serpent qui entrait dans cette maison pour mordre la plus jeune de nos colombes. La tradition nous enseigne de ne jamais ignorer un tel présage. Je demande, par respect pour nos ancêtres, que cette union soit reportée, le temps que les mauvais esprits s'éloignent. » Un silence de mort s'installe dans la pièce.
Contester la parole d'une doyenne, surtout lorsqu'elle invoque les présages et les ancêtres, est un affront gravissime. Le père d'Amina est mortifié, sa mère est au bord de l'évanouissement, mais personne ne peut contredire Mamé Fatou. Le père de Kader, le visage fermé, se lève. Pour ne pas perdre la face en entrant dans un conflit avec une vieille femme respectée, il accepte. La sagesse des anciens doit être écoutée. Nous attendrons un signe plus favorable. La cérémonie est annulée. Les invités repartent, chuchotant. C'est une victoire fragile, inespérée. Amina regarde sa grand-mère avec une gratitude infinie. Elle a gagné du temps. Mais elle sent au fond d'elle que ce n'est qu'un sursis. Le serpent n'a pas été tué, il a juste reculé dans l'ombre, en attendant de frapper à nouveau. Le report de la cérémonie a l'effet d'une bombe à fragmentation. En public, la version officielle est celle du respect des traditions. En privé, c'est la guerre froide. Les parents d'Amina sont furieux contre Mame Fatou, mais ils n'osent pas la défier ouvertement. Ils se contentent de la bouder, espérant qu'elle retourne vite à son village. Mais la vieille femme ne bouge pas. Elle s'est installée, silencieuse et observatrice, comme un roc au milieu de la tempête. Le plus grand changement vient de Kader. Le masque du jeune homme charmant et patient tombe, révélant un visage dur, froid et calculateur. Il comprend qu'Amina est derrière l'intervention de sa grand-mère. Il ne cherche plus à la séduire, il cherche à la briser. Il lui rend visite, mais cette fois, il vient seul. Il ne s'assied plus dans le salon avec la famille. Il l'intercepte dans le couloir, dans le jardin, des endroits où ils sont seuls quelques instants. Ses paroles ne sont plus des compliments, mais de menaces à peine voilées. Tu joues à un jeu dangereux, Amina. Tu crois que ta grand-mère te protégera éternellement? Elle n'est pas immortelle. Chaque mot est une goutte de venin. Amina sent la peur revenir, plus forte encore. Avant, elle craignait d'être possédée. Maintenant, elle craint pour la sécurité de sa famille. L'épreuve est devenue plus directe, plus brutale. Il ne s'agit plus de manipulation psychologique, mais de chantage pur et simple. Un jour, il l'attend à la sortie de l'école. Il insiste pour la raccompagner en voiture. Elle refuse. Il lui saisit le bras, sa poigne est de fer. « Monte », dit-il d'une voix sans réplique. Dans la voiture, il ne dit rien. Il conduit jusqu'à un quartier huppé et s'arrête devant une villa immense, encore en construction. « C'est notre maison », dit-il d'une voix cassée. « Je l'ai faite construire pour toi. » Ce n'est pas un cadeau, c'est une déclaration de propriété. Puis, il sort une chemise cartonnée du tableau de bord et la lui tend. « Regarde. » Amina l'ouvre. À l'intérieur, des documents, des relevés de compte, des photocopies de contrats. Elle ne comprend pas tout, mais elle reconnaît la signature de son père. Ce sont des preuves. Des preuves que son père, dans son travail de comptable pour l'entreprise de Kader, a commis des erreurs. Des erreurs qui pourraient l'envoyer en prison. Des erreurs que le père de Kader a généreusement couvertes. « Tu comprends maintenant ?» dit Kader, son visage à quelques centimètres du sien. « Ton père ne travaille pas pour nous. Il nous appartient. Ta famille tout entière nous appartient. Si tu tentes quoi que ce soit, une fugue, un scandale, je n'aurai qu'à passer un coup de fil et ton père finira ses jours derrière les barreaux. Ta mère se retrouvera à la rue. Alors, sois une gentille fille et fais ce qu'on te dit. » C'est là que la leçon africaine que sa grand-mère lui a apprise prend tout son sens. Pour déraciner un baobab, il ne suffit pas de couper les branches. Mame Fatou a coupé une branche en annulant la cérémonie, mais les racines du problème, la dette, le chantage, le contrôle, sont profondes et bien ancrées dans leur vie. La peur d'Amina pour son propre avenir se transforme en une terreur panique pour sa famille. Mais cette terreur réveille aussi en elle quelque chose d'autre. Une rage féroce, une fureur protectrice. Le dilemme est atroce. La peur de voir sa famille détruite est immense, mais son amour pour eux, un amour féroce et primal, la pousse à ne pas céder. Comment peut-elle les sauver? En se sacrifiant ou en se battant au risque de tout faire exploser? L'enjeu est à son paroxysme. Ce n'est plus un choix entre sa liberté et son emprisonnement, c'est un choix entre deux formes de destruction. Amina rentre à la maison, le visage blême. Elle ne dit rien à personne de ce qu'elle vient de découvrir. À qui pourrait-elle en parler? Ses parents sont les victimes et les complices involontaires de ce piège. Elle se sent écrasée par le poids du secret. Mais Mame Fatou la voit. Elle n'a pas besoin de mots pour comprendre que le serpent a mordu. Ce soir-là, la grand-mère prend une décision. Elle convoque son fils et sa belle-fille dans le salon. « Demain, nous allons tenir une palabre, une grande palabre de famille.
Invitez la famille de Kader, son père, sa mère, nous allons régler cette affaire une bonne fois pour toutes, à la manière de nos ancêtres. » Les parents d'Amina protestent. Ils ont peur. Peur d'un scandale, peur de la colère de la famille de Kader. « C'est de la folie, tu vas tout ruiner », crie son père. Mais Mame Fatou est inflexible. La seule chose qui est en train d'être ruinée ici, c'est l'âme de votre fille. Le déshonneur n'est pas de faire face à la vérité. Le déshonneur, c'est de vivre dans le mensonge. Elle se tourne vers Amina. « Et toi, mon enfant, demain, tu diras ta vérité. » La nuit est longue. Amina ne dort pas. Elle pense à la menace de Kader. Si elle parle, elle condamne son père. Si elle se tait, elle se condamne elle-même. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison est électrique. La famille de Kader arrive, non pas avec la joie d'une fête, mais avec la gravité d'une confrontation. Ils s'installent dans le salon, sur les nattes étendues au sol comme le veut la tradition de la palabre. Les deux familles se font face. Le silence est pesant. C'est le début du climax. Mame Fatou, assise au centre, prend la parole. Elle ne commence pas par des accusations, elle commence par un conte. C'est le rituel culturel, l'art de dire les vérités qui blessent sans déclarer la guerre. Je vais vous raconter l'histoire d'un riche chasseur. Ce chasseur convoitait un oiseau rare, un oiseau au chant si pur qu'il rendait le ciel plus bleu. Mais l'oiseau était libre et heureux dans son arbre. Alors le chasseur n'a pas essayé de l'attraper. Non, il était plus malin. Il a commencé par offrir de la nourriture aux gardiens de l'arbre, une famille de singes. De la nourriture si bonne, si abondante, que les singes ont oublié de chercher la leur. Puis il leur a offert des branches dorées pour renforcer leur nid. Bientôt, les singes ne se sentaient plus gardiens de l'arbre, mais débandeurs du chasseur. Ils lui devaient tout. Alors quand le chasseur a dit « Maintenant, donnez-moi l'oiseau », que pouvaient-ils faire? Ils ont eux-mêmes attrapé le bel oiseau et l'ont mis dans la cage dorée que le chasseur avait apportée. L'oiseau a cessé de chanter. Et les singes ont perdu leur honneur. Pendant qu'elle parle, le père d'Amina baisse la tête, le visage rongé par la honte. Il a compris. Il est le singe de l'histoire. L'explosion émotionnelle est interne, silencieuse, mais dévastatrice. Le père de Kader, lui, reste impassible, mais ses yeux trahissent sa colère. Mame Fatou se tourne alors directement vers lui. Elle le regarde droit dans les yeux, et changeant de langue pour le Wolof, la langue de la terre, la langue de la vérité, elle lui lance une seule phrase. Une phrase qui est à la fois un proverbe et une condamnation. Nit nit la nuit garabam. L'homme est le remède de l'homme. C'est une parole lourde de sens. Elle lui rappelle leur humanité commune, leur responsabilité l'un envers l'autre. Elle lui dit « Tu as le pouvoir de guérir le mal que tu as fait ». En public, devant témoins, elle l'a mis face à son propre code de l'honneur. Il ne peut pas l'ignorer. C'est à ce moment qu'Amina, puisant sa force dans le courage de sa grand-mère, se lève. Sa voix tremble, mais elle est claire. « Je ne suis pas un oiseau à mettre en cage ». Elle ne révèle pas le chantage financier. Elle n'en a pas besoin. La parabole a fait son travail. Le déshonneur est maintenant dans le camp de Kader. Son père, un homme qui a bâti sa réputation sur l'honneur et le respect, est piégé. Continuer, c'est admettre publiquement qu'il est le chasseur sans scrupule de l'histoire. Il se lève. Cette union n'a pas la bénédiction des ancêtres, ni celle des cœurs. Elle n'aura pas lieu. Il prend son fils par le bras et quitte la maison sans un autre mot. C'est fini. Le silence qui suit leur départ est brisé par les sanglots de son père. Il se prosterne devant sa fille et lui demande pardon. Sa mère en larmes la serre dans ses bras. Ce n'est pas un baiser, c'est une explosion de larmes, de regrets et de soulagement. La cage s'est ouverte. Amina est libre. Et pour la première fois depuis des mois, elle respire. Au début, je t'ai posé une question. Combien de secrets peut contenir une simple photo de famille? La réponse, Amina l'a apprise dans la douleur. Une photo peut cacher des années d'obsession. Mais le plus grand secret, ce n'est pas celui que les autres nous cachent. C'est celui que l'on se cache à soi-même. Le secret de la famille d'Amina n'était pas le chantage de Kader. C'était leur propre aveuglement volontaire. Ils ne voulaient pas voir la cage, car l'or des barreaux était trop éblouissant. Il y a un proverbe chez nous qui dit « L'œil ne voit pas ce que le cœur ne veut pas croire ». Leur cœur voulait croire à un conte de fées, à une ascension sociale, alors leurs yeux ont refusé de voir la vérité, qui se trouvait juste devant eux, dans le regard vide de leur propre fille. Cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'Amina. C'est une leçon pour toi, pour moi, pour nous tous. Le conseil que je peux te donner, c'est celui-ci. Apprends à écouter cette petite voix au fond de toi. Tu sais, cette intuition, ce sentiment de malaise que tu n'arrives pas à expliquer. Ne l'ignore jamais.
C'est ton système d'alarme le plus fiable. Si une situation, une personne ou une promesse te semble trop belle pour être vraie, c'est probablement qu'elle l'est. Et surtout, apprends à dire non. Apprends à poser tes limites, même si ça doit décevoir les gens que tu aimes. Ton père, ta mère, tes amis, ils peuvent se tromper. Ils peuvent, avec les meilleures intentions du monde, te pousser dans une direction qui n'est pas la tienne. Ta paix intérieure, ta liberté, ton avenir, ça n'a pas de prix. Ne laisse personne te l'enlever, même au nom de l'amour ou de la famille. Comme Mante. Quelle décision aurais-tu prise à la place d'Amina? Aurais-tu cédé pour protéger ta famille ou te serais-tu battu au risque de tout perdre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des choix et leurs conséquences. J'aimerais vraiment lire ce que tu en penses. L'histoire d'Amina est terminée, mais il y en a tellement d'autres qui se déroulent en ce moment même derrière des portes closes. Des histoires de courage, de trahison, de survie. En attendant, prends soin de toi.